Bonjour à tous, bonjour Claude Agege. Bonjour. C'est aujourd'hui que commence le débat sur l'enseignement supérieur. Un débat qui fait fixation sur un article, l'article 2, qui prévoit que l'anglais pourrait devenir langue d'enseignement dans les universités. Oui, et les grandes écoles. Et les grandes écoles. Vous faites partie de ceux qui disent que c'est un mal. Vous avez pris la tête de la croisade contre cela. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Eh bien, je ne suis pas inquiet. Je crois plutôt qu'il faudrait produire des raisons pour s'opposer à ce projet. Je ne suis pas inquiet parce que le français est une langue dont la diffusion mondiale est très importante. Mais vous êtes vent debout contre ce texte. Je suis contre ce texte pour les raisons suivantes. Premièrement, l'argument spécieux selon lequel on attirerait un plus grand nombre d'étrangers est un argument complètement faux, puisque ce qui attire normalement des étrangers pour venir quelque part, c'est la qualité d'un enseignement et non pas la langue dans laquelle on le dispense. L'enseignement français a une assez bonne réputation. C'est ce que met en avant le gouvernement pourtant. Pardon ? C'est ce que met en avant le gouvernement. Oui, mais cet argument est faux. Puisque les étudiants étrangers, nous le savons, les Allemands qui utilisent l'anglais, c'est une tradition. Nous sommes passés devant. Oui, non, mais pas pour cette raison. C'est probablement parce qu'ils ont, sur le plan technique, un certain nombre de disciplines dans lesquelles ils sont performants. Les Français le sont dans d'autres disciplines, pas les mêmes. Souvent d'autres sciences et les matières littéraires et sociales. Bon. Et le deuxième argument, c'est que la France n'est pas seule. Bien qu'elle soit le berceau historique, elle n'est pas le propriétaire exclusif du français. Et dès lors, il y a 77 États et gouvernements qui constituent l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, et ces pays-là considéreraient que la France, berceau d'origine, ne peut pas, paradoxalement, torpiller sa propre langue, car elle engage en même temps beaucoup d'autres pays. Le français est une langue à diffusion mondiale. Autrement dit, vous dites que ce texte met en danger la francophonie. Oui, pas seulement en France, dans le reste du monde. Ça pourrait décourager les pays francophones de continuer à promouvoir le français. Je ne dis jamais défendre, je dis seulement promouvoir. Dans la mesure où la France elle-même, qui encore une fois n'est que le berceau historique, et heureusement pas pour le français, le seul propriétaire, torpillerait sa langue. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi créer une inégalité pour les étudiants français ? Quelle inégalité ? Si l'enseignement est donné en anglais. Oui, dans la mesure où ce n'est pas leur langue maternelle, et où par conséquent ils seraient désavantagés par rapport à des anglophones de naissance. Est-ce que vous pensez que sur le sol français, il faut rester un enseignement purement français ? Est-ce qu'on peut faire un petit peu d'anglais ? Pas du tout d'anglais ? Je suis pour la diversité, je ne suis pas pour l'anglais seul. Je constate que lorsque les gens disent il faut introduire les langues étrangères, ce pluriel complètement hypocrite signifie à 99% l'anglais seul. Je suis pour les langues étrangères, c'est-à-dire de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien, du russe, de l'arabe, les langues à diffusion mondiale, du portugais, mais pas pour l'anglais seul, dont je dénonce depuis des années l'impérialisme insupportable. Alors ce que dit le gouvernement, c'est que dans les grandes écoles, l'anglais est déjà une langue d'enseignement. Oui. Alors pourquoi l'université n'y aurait pas droit ? Eh bien la raison est très simple, c'est que dans la mesure où il est dans de nombreuses grandes écoles et aussi à l'université, plusieurs universités pratiquent l'enseignement étranger en invitant des anglophones de différents pays. Et par conséquent, ce contre quoi je sois, c'est contre une consécration par la loi, par une loi de la République, de cet état de fait à dénoncer. Mais ça existe déjà, vous êtes d'accord ? Qui existe déjà. Donc je suis contre sa consécration. Il faudrait qu'entériner un fait existant. Encore plus fort. En d'autres termes, ce que je dénonce, c'est le fait de donner la solidité de la loi à une pratique qui malheureusement existe déjà. Est-ce que c'est pas irréversible ? C'est pas du tout irréversible. La domination de l'anglais est liée à la domination économique et politique des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Australie, du Canada anglophone, de l'Afrique du Sud, enfin des pays anglophones. Bon, et d'autres pays qui sont devenus anglophones, mais où l'anglais n'est pas langue maternelle. Cette situation n'est pas du tout une situation irréversible. Si l'anglais était une langue à vocation internationale, indépendamment de ses racines politiques et économiques, qui sont les pays où elle est langue maternelle, alors ce serait irréversible. Mais l'anglais est une langue parlée dans les pays dont l'économie, en général assez florissante, n'est pas florissante pour l'éternité. Donc c'est une situation qui n'est pas du tout irréversible. Et pourtant aujourd'hui, la plupart des travaux scientifiques sont publiés, même par les Français, directement en anglais. Oui, je dénonce cette situation dans Contre la pensée unique, Odile Jacob, janvier 2012. Voilà, le livre que vous venez de publier. Oui, et
dénonce en disant que cette situation est complètement inégale, parce que nous savons très bien, j'ai de très très nombreuses indications par des chercheurs, des savants de mon entourage, au Collège de France, des physiciens, des chimistes, souvent des prix Nobel, du fait que la langue dans laquelle un scientifique, comme n'importe qui d'ailleurs, est le plus à l'aise, c'est par définition sa langue maternelle. Il en connaît les subtilités, il en connaît les tournures idiomatiques, il en connaît tous les tours, et par conséquent, lorsqu'il publie en anglais, c'est évidemment une dernière étape, parce qu'il conçoit en français bien sûr, ou en allemand ou en russe selon sa langue, tout ce qu'il a écrit. En d'autres termes, cette situation est inégale, car elle favorise d'une façon inadmissible les anglophones de naissance. Alors pourquoi beaucoup de scientifiques français publient directement en anglais? Mais parce que les revues auxquelles ils s'adressent sont des revues anglophones. Ce sont des revues américaines pour la plupart, quelquefois britanniques, ou australiennes ou canadiennes, et par conséquent, ils publient dans la langue de la revue à laquelle il envoie son article. J'ajoute que cette situation, non seulement est inégale, peu favorable aux gens qui ne sont pas anglophones natifs, mais qu'en plus, elle est redoutable pour la qualité de la science. Pourquoi? Eh bien parce que, pour peu qu'un esprit indépendant ait une thématique de recherche qu'il a lui-même choisie, il envoie son article au comité de lecture d'une revue anglophone, et ce comité de lecture choisit l'article, au contraire l'élimine, en fonction des thématiques qui sont à l'ordre du jour chez eux. Autrement dit, si quelqu'un n'écrit pas en fonction de ce qui est à l'ordre du jour, il va être éliminé, même si ce qu'il dit est très original. Autrement dit, cette pression de l'anglais, c'est aussi une pression d'une pensée qui oblige les gens à ne plus avoir de pensée unique. Est-ce que ce que vous dites ne justifie pas justement le principe de la loi? Non, pas du tout. La loi, elle concerne pas la publication, la loi. Elle concerne l'enseignement dans les grandes écoles et les universités. Et l'apprentissage? Non. L'anglais est déjà une langue enseignée. Pourquoi est-ce que la loi devrait lui donner une plus grande force encore? L'anglais est très très présent dans l'enseignement secondaire, même primaire, quoique je sois pour enseignement bilingue précoce, et par conséquent pour 2 langues et pas une seule, chez les enfants, au début du primaire, vers 7 ans, à l'entrée dans le primaire. Et par conséquent, l'anglais étant présent, je ne vois pas pourquoi une loi devrait consacrer une situation de fait, alors que cette situation est à combattre. Donc je suis complètement contre une loi qui la consacrerait. Vous dites aussi que l'anglais est un instrument de la domination américaine? Oui, je dis cela. Pour quelle raison? Parce que il est bien évident que c'est la langue des États-Unis et que la langue dans laquelle on publie n'est pas innocente. Si la langue internationale scientifique, les scientifiques ont toujours voulu qu'il y en ait une, longtemps ça a été le latin pendant plusieurs siècles, si la langue scientifique internationale est une langue innocente, c'est-à-dire qui n'est pas rattachée à un pays dominant sur le plan économique, alors je suis complètement pour. Mais si c'est une langue comme l'anglais qui est très marquée, comme la langue d'un pays très puissant, à l'économie encore florissante, bien qu'en déclin sur certains points, eh bien ce choix de l'anglais est un choix qui n'est pas du tout gratuit ni innocent. Est-ce que, selon vous, la domination de l'anglais, c'est un risque pour la diversité? Absolument. L'anglais est une langue tueuse. La diversité est très gravement menacée par l'anglais. Nous avons des cas très nombreux, non seulement pour les langues qui sont importantes, comme l'italien, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'arabe, les langues qui ont une certaine diffusion, en dehors même de leurs frontières politiques, mais aussi, et encore plus, pour des langues de petits pays, dans les frontières politiques duquel, en deçà des frontières politiques duquel la langue est parlée, au-delà des frontières politiques duquel la langue n'est pas parlée, ces pays-là, beaucoup d'entre eux ont vu leur langue très gravement menacée. Quant aux langues africaines et amérindiennes, c'est-à-dire les langues tribales et régionales, elles sont encore bien plus menacées par l'énorme pression de l'anglais. Donc je dénonce l'anglais comme une langue qui est tueuse de diversité. Si je dois dire en anglais, diversity killer. Merci.